La présentation suivante sera celle du professeur Fatou Aou, qui est professeur agrégé de cardiologie à l'université Cheikh Anta Diop à Dakar. Cette présentation portera sur l'évaluation de la fonction systolique du ventricule gauche par le DD-strain dans la cardiomyopathie du péripartum en rémission. Il s'agit d'une étude de 4 témoins. Professeur Aou, vous avez la parole pour 7 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, merci Monsieur le Président, chers maîtres, chers congressistes. C'est pour moi un immense plaisir de participer à ce congrès de la Société camerounaise de cardiologie. Et j'ai le plaisir de vous partager ce travail réalisé au service de cardiologie de l'hôpital Aristide Le Dantec, portant sur l'évaluation de la fonction systolique du ventricule gauche par 2D strain dans la cardiomyopathie du péripartum en rémission. Définir d'abord la cardiomyopathie. Il s'agit d'une dysfonction systolique du ventricule gauche, sans étiologie identifiable, survenant en fin de grossesse ou durant les mois suivant l'accouchement. Il s'agit d'une particularité parce que la cardiomyopathie du péripartum a la possibilité de récupérer dans le temps sous traitement comparé aux autres cardiomyopathies. Et cette récupération concerne 20 à 60% des patientes dans diverses séries. Cette récupération de la fonction systolique est généralement évaluée par la fraction d'éjection du ventricule gauche, mais récemment dans la littérature, d'autres paramètres permettent de mieux apprécier la fonction systolique du ventricule gauche, notamment la déformation, et de retrouver une dysfonction infraclinique. Plusieurs études ont montré que la valeur du strain longitudinal avait une valeur pronostique indépendante de la fraction par rapport à la fraction d'éjection du ventricule gauche. Pourquoi? Parce qu'elle était basée sur une méthode semi-automatique et ainsi le strain était beaucoup plus robuste et beaucoup plus reproductible que la mesure de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Nous avions donc comme objectif d'évaluer le strain global longitudinal du ventricule gauche chez les patientes atteintes de cardiomyopathie du péripartum ayant récupéré une fraction d'éjection normale et nous les avons comparés à une population qui était similaire. Alors, nous avions mené, pour atteindre ces objectifs, une étude transversale descriptive. Donc, la période d'étude était de janvier 2018 à janvier 2021. Nous avions inclus toute patiente atteinte de ces cardiomyopathie du péripartum ayant récupéré une fraction d'éjection systolique du ventricule gauche normale. Et nous avions pris comme témoins des patientes indemnes de cardiomyopathie suivies dans le service et appariées selon l'âge, la parité ainsi que le niveau socio-économique. Donc, nous avions comme critère de non-inclusion toute patiente qui avait une cardiopathie ou toute patiente qui avait refusé de participer à l'étude. Nous avions exclu les patientes chez qui les données étaient manquantes et chez qui il n'y avait pas la possibilité de mesurer le strain. Alors, cette étude entrait dans le cadre d'un registre des cardiomyopathies du péripartum qui était ouvert dans le service depuis 2018 et ce registre comptait 79 patients, 45 patients n'ayant pas récupéré, n'ont pas été inclus, ne répondaient pas aux critères d'inclusion, 34 patientes étaient en rémission, 10 cas donc ont été exclus parce qu'on ne pouvait pas mesurer le strain et 24 cas donc ont été retenus comme population d'études. Nous avions étudié les facteurs prédisposants suivants, les facteurs prédisposants à la CMPP, les données cliniques ainsi que les données échocardiographiques. Donc, pour réaliser ce travail, nous avions utilisé l'appareil Vivit E9 qui était dans notre service. Il s'agit d'un appareil qui est doté d'une sonde matricielle qui permet de réaliser le 2D strain. Donc, les mesures ont été réalisées par un cardiologue diplômé d'échographie avec une expérience de plus de 10 ans. Concernant la technique de mesure, il fallait obtenir les mesures de façon semi-automatique grâce au logiciel embarqué dans la machine. L'acquisition des boucles se faisait en 3, 4 et 2 cavités. Enfin, le strain était mesuré. Donc, la mesure du strain consiste à suivre les marqueurs acoustiques qui permettent de mesurer la déformation longitudinale des fibres myocardiques.
Donc, au terme de cette mesure, l'appareil nous propose un œil de bœuf qui permet d'avoir le strain longitudinal au niveau de chaque segment myocardique. Et conformément aux recommandations de l'ASE, nous avions retenu comme valeur C un strain à moins 20%. Alors, les données ont été analysées grâce au logiciel SPSS. Nous avions réalisé le test de Reed ou le test de Fisher lorsque c'était approprié et nous avions retenu comme seuil significatif un P inférieur à 0,05. Donc, sur les 24 cas colligés, nous avions un âge moyen de 32 ans. Là, nous vous présentons les caractéristiques de nos deux groupes de population, notamment les patients cardiomyopathie du péripartum en rémission et les patients témoins qui étaient notre groupe contrôle. Donc, comme vous le voyez, ces deux groupes étaient similaires en ce qui concerne les facteurs prédisposants de la CMPP. Et par contre, nous avions noté une légère différence statistiquement significative sur la fréquence cardiaque au profil des cardiomyopathies du péripartum. Et dans notre groupe de patientes CMPP ayant récupéré, la fraction d'éjection moyenne était de 55% versus 60% dans notre groupe témoin et il n'y avait pas de différence statistiquement significative. Alors, lorsque nous faisions les mesures, nous nous rendions compte que le diamètre télédiastolique du ventricule gauche était beaucoup plus grand chez les patients porteurs de CMPP avec une fraction d'éjection normalisée versus les contrôles qui avaient un diamètre télédiastolique du ventricule gauche à 46 mm. Donc, cette différence était statistiquement significative. Donc, le strain global longitudinal moyen était de moins 18 dans le groupe des CMPP versus moins 20 dans le groupe des témoins. Là, nous vous montrons un exemple d'une de nos patientes chez qui nous avons réalisé le strain. C'était une patiente qui avait une fraction d'éjection CMPP, qui avait une fraction d'éjection normalisée avec une FEVG à 54%. Et là, vous avez les courbes de déformation myocardique en 4, 2 et 3 cavités. Et là, vous avez l'œil de bœuf. Et vous voyez qu'ici, à ce niveau-là, l'œil de bœuf, et on retrouve un strain global longitudinal à moins 17, donc altéré. Chez cette patiente, nous avions une fraction d'éjection aussi qui était normalisée, 56%, alors que le strain global longitudinal restait inférieur à moins 20. Chez une autre patiente, nous avions une fraction d'éjection normalisée avec un strain global longitudinal. Ici, vous voyez presque moins 21 partout, donc normal. Et là, vous voyez une de nos patientes avec son échographie initiale au moment où elle était diagnostiquée CMPP. Vous voyez qu'au niveau de l'œil de bœuf, vous avez du moins 7, moins 5, donc tout est rose. En fonction après 3 mois de suivi jusqu'à 12 mois de suivi, vous voyez que tout devient rouge et se normalise. Donc, il s'agit d'un bon critère de suivi de l'amélioration de la fonction systolique du ventricule gauche. Donc, en résumé, nous pouvons voir ici que dans notre groupe de CMPP, nous avions 14 patientes qui avaient une fraction d'éjection normale et un strain global longitudinal normal, et 10 patientes, c'est-à-dire 41% de la population, qui avaient une fraction d'éjection normale, mais un strain global longitudinal altéré, donc une dysfonction infraclinique persistante. Alors, nous avions essayé de regarder quelles étaient les caractéristiques de cette population qui avait cette dysfonction infraclinique persistante. Nous pouvions noter que l'âge moyen de ces patientes était il s'agit de patientes qui étaient le plus souvent âgées, avec plus de 30 ans par rapport à la grossesse. Nous avions le plus souvent une grossesse gémellaire. La fraction d'éjection initiale était très altérée au départ et la récupération était le plus souvent tardive. Alors, nous nous sommes permis cette conclusion, à savoir que la persistance d'une dysfonction systolique infraclinique du ventricule gauche, malgré une fraction d'éjection systolique normalisée, était une réalité dans le cadre de la cardiomyopathie du péripartum. Alors, le strain longitudinal global serait une méthode beaucoup plus sensible pour identifier cette dysfonction myocardique infraclinique. Ceci nous interpelle. Pourquoi? Parce que dans ce groupe de cardiomyopathie du péripartum, ayant récupéré, selon la fraction d'éjection, il se pose le problème de l'arrêt du traitement. Faut-il arrêter les IEC et les bêta-bloquants, vu que la fraction d'éjection est normalisée? Nous avons vu que
chez certaines patientes, nous arrêtons. Malheureusement, après, il y a une dysfonction systolique qui réapparaît. Alors, il y a également le désir de grossesse. Ces patientes-là veulent souvent, parfois, avoir d'autres grossesses. Que faire? Que faudrait-il? Qu'est-ce qu'on devrait leur répondre? Alors, certaines patientes prennent des grossesses, ça se passe bien, d'autres pas. Et également, il y a l'autre problème, notamment au-delà de l'arrêt du traitement, également l'arrêt des anticoagulants. Alors donc, ceci nous permet de conclure en disant qu'il serait important de faire d'autres études à grande échelle pour déterminer quels sont ces types de patientes-là qui présentent une dysfonction systolique infraclinique et le strain pourrait être d'une aide utile. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Fatou Aou.